Bien. Je vais laisser la musique se calmer. Eh bien, écoutez, nous allons recommencer cet après-midi de conférence et nous sommes très heureux. Je pense que nous allons le voir à l'écran et puis même peut-être en direct. Voilà. Eh bien, nous sommes très heureux. Vous avez disparu. Merci. Bonjour Bruno. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Alpexpo. Alors vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes le secrétaire général à l'investissement en charge de France 2030. Vous êtes en charge d'un plan de 54 milliards d'euros déployé en 5 ans pour accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation et qui vise à positionner la France en leader de demain. Alors l'innovation, elle est ici, à Alpexpo. Vous voyez peut-être beaucoup de gens qui sont là, qui sont heureux de vous écouter et de peut-être nous faire un point sur le plan France 2030. Où est-ce qu'on en est et je pense qu'à la fin de votre intervention, on aura aussi quelques questions dans la salle. Merci d'être là en tout cas. Eh bien, merci de votre accueil. Bon, je suis évidemment désolé de ne pas être présent physiquement, mais grâce à la tech, je peux être présent virtuellement et je vais essayer de faire le maximum pour redonner un petit peu les axes de ce que je voulais vous dire. Donc, vous l'avez dit, le plan France 2030, c'est 54 milliards au service de l'innovation. Alors, l'innovation, qu'est-ce que c'est? L'innovation, ce n'est pas l'invention. L'invention, c'est une offre à un marché. L'innovation, c'est la réponse à une demande. Et Dieu sait si les demandes sont importantes et bouleversées. C'est ce qu'on appelle généralement les nouveaux défis, les nouveaux enjeux. Et effectivement, nous avons un défi économique, nous avons un défi écologique, un démographique, un défi évidemment par-dessus tout ça, la notion de changement climatique. Et en fait, ce sont autant d'opportunités sur lesquelles, sans être strictement, et je vais y revenir, techno-solutionniste, on sait que la technologie, l'innovation apporte des solutions qui seront des réponses, au-delà même de la réponse technologique, une réponse sociétale à ces enjeux. Alors, aujourd'hui, on a engagé près de 30 milliards d'euros sur les 54, c'est-à-dire qu'on a 3500 aujourd'hui projets lauréats qui sont dans la dynamique de France 2030, dans des domaines très divers, qui vont de la santé à l'espace, l'exploration des fonds marins, les ordinateurs quantiques, les économies, la décarbonation de l'industrie, l'agriculture moderne, c'est d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de projets qui sont dans les domaines de remplacement des phytosanitaires, la meilleure gestion de l'eau, etc., etc. Mais au-delà de ce simple investissement de l'État, ce qui est important, c'est qu'on a redonné un élan à beaucoup de personnes en France qui se disaient oh, finalement on va un peu se résigner, la robotique c'est chinois, l'espace c'est Elon Musk, et puis et pour le reste ben, on va gérer nos petites affaires. Là il y a une dynamique territoriale française qui est partie. 60% du plan France 2030 ce sont des ETI, des PME, des TPE, donc hors des grands groupes. 60% c'est hors de l'Île-de-France, c'est-à-dire sur des territoires, d'ailleurs certains inattendus. J'ai envie de vous citer Biose, par exemple, qui est une entreprise qui est leader du biomédicament. Biomédicament, c'est faire des médicaments à partir de la biologie et non pas de la chimie. Et bien Biose est dans le Cantal, à Aurillac. Et c'est une entreprise qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui croise d'ailleurs vers plusieurs centaines, et qui est une entreprise française que France 2030 a accompagnée. Et je pourrais en citer comme ça, à Béziers, avec Genvia, qui fabrique des piles à combustible, à Belfort, avec une société McPhy qui est en train d'inventer les électrolyseurs de demain. Donc une véritable dynamique qui s'est créée en France. Alors derrière tout ça, quel est l'enjeu pour nous? L'État n'est pas un investisseur au sens classique du terme. On n'attend pas un retour sur investissement. L'État, il attend un double retour. Le premier, c'est un retour sur l'impact. Ce que nous appelons l'impact, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'activité économique, quel impact ça a sur le territoire, quel impact ça a sur l'emploi, sur la qualité de vie, sur l'environnement. Ça, c'est important et nous analysons, dans le cadre de France 2030, toute technologie vise avec des facteurs d'impact. Quelquefois, les gens nous disent, mais pourquoi est-ce que vous faites telle ou telle technologie qui est pas dans les critères traditionnels de TRI, de retour sur investissement? Ben, c'est parce on les projette assez loin. L'exemple typique, c'est l'hydrogène vert. Un autre exemple, c'est l'espace.
On est en train de réfléchir à des technologies qui vont avoir des maturations bien au-delà de 5 ou 7 ans. D'ailleurs, je dis très souvent, le plan France 2030 est un plan de dérisquage de l'audace. C'est-à-dire on dérisque l'audace pour que les gens puissent dire « je me lance cette aventure, même si je n'ai pas la perspective aussi claire ». Donc ça, c'est un premier retour pour l'État, c'est le retour sur l'impact. Le deuxième, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps, qui est encore beaucoup utilisé, c'est la souveraineté. Pourquoi la souveraineté? Parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque bouleversement technologique important, il y a une véritable question d'un rapport de force des pays. Quand la révolution industrielle arrive en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et en France une cinquantaine d'années plus tard, on voit bien qu'il y a eu un avantage géopolitique de certains pays qui ont investi dans les technologies et qui par là même se sont retrouvés en position de force par rapport à d'autres. Et cette redistribution des cartes, elle se fait de façon spectaculaire par la technologie. Je vous citerai un dernier exemple parce qu'on est là en tech, c'est la Californie. La Californie des années 60 et la Californie des années 80, entre les deux, c'est le microprocesseur, ce n'est plus la même Californie. Elle n'a plus le même poids de géopolitique, elle n'a plus le même poids souverain au niveau international. Alors qu'avant, tout se passait plutôt à l'est du pays, se passait plutôt autour de Boston, autour de New York, etc. Eh bien, le fait qu'il y ait dans ce territoire finalement relativement désertique, la Californie des années 50, il n'y a pas grand-chose, se développe une industrie du logiciel, une dynamique particulière avec la proximité avec l'Asie, avec le Japon, avec la Chine, transforme le pays. Eh bien, la France est dans le même challenge. Si nous n'investissons pas lourdement sur les nouvelles technologies, si nous ne soutenons pas cette invention du futur, d'ailleurs la baseline de France 2030, c'est rapprochons le futur, eh bien nous courons le danger du décrochage de souveraineté et d'être dépendant technologiquement de tous les autres. Et on le voit bien, si on a décidé chez vous, à Crolles, pas loin, de soutenir pour 2,9 milliards d'euros le développement de ST microélectronique et la création, le doublement du nombre de chips pour le territoire français, c'est parce qu'on se dit sinon, on sera dépendant des chips taïwanais ou des chips fabriqués en Allemagne, et donc notre industrie, notre souveraineté s'en retrouvera impactée. Donc cette notion, il faut vraiment, et c'est un peu le message que je voulais avoir vis-à-vis de vous aujourd'hui, c'est de dire attention, la tech pour la tech, c'est vain, ça ne sert pas à grand-chose. La tech pour la tech, c'est finalement business as usual. L'important aujourd'hui, c'est qu'il faut concentrer nos efforts intellectuels, notre génie français, sur de la tech pour notre souveraineté et, comme je le disais tout à l'heure, pour notre singularité de pays, à savoir l'impact qu'on peut avoir grâce à cette technologie sur nos territoires. Voilà un petit peu le grand message que je voulais communiquer aux gens qui m'écoutent aujourd'hui. C'est-à-dire... apparemment une rupture de faisceau. C'est-à-dire que je suis encore entrepreneur. Même si je suis haut fonctionnaire d'État, je n'ai pas oublié mes 40 ans. Et là, je suis dans une entreprise formidable qui s'appelle France 2030. Une entreprise au sens noble du terme, c'est-à-dire des hommes et des femmes réunis pour faire quelque chose, construire quelque chose. Bien, les entrepreneurs ont une responsabilité énorme parce qu'ils sont en train de façonner cette nouvelle société papillon électrique par rapport à la société chenille fossile que nous sommes en train de quitter. Ils ont une grande responsabilité aussi pour faire de la pédagogie, pour faire de l'acceptabilité, on le voit avec les agriculteurs aujourd'hui, et faire comprendre que le progrès, ça permet de développer des choses et non pas de restreindre ou de contraindre les habitudes. Et par là même, je crois que votre salon tombe à point nommé, parce que c'est le moment justement où il faut le souligner et dire attention, on peut faire plein de discussions, plein de pédagogie, mais n'arrêtons pas cette marche en avant qui fait que finalement la qualité, si elle a du sens, la qualité technologique implique la qualité de la vie pour nous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Bruno. C'est évidemment ce qu'on a envie de faire ici à Tech Fest avec les gens qui sont présents. Je crois qu'il y avait des questions dans la salle, si vous acceptez de nous répondre à 2 ou 3. Bien sûr. Et je vais laisser la parole à Mathieu qui se trouve proche de certaines personnes pouvant poser des questions. Je ne vais pas la garder longtemps. Bruno, merci d'être avec nous. Je passe la parole au patron de Teledyne E2V que vous connaissez peut-être. Bonjour Monsieur Bonnel, donc société Teledyne E2V, Franck Mogin, je suis co-directeur du site de Saint-Égrève, accolé à Grenoble. Notre site compte 400 employés, majoritairement des ingénieurs et des docteurs. Notre métier, c'est le design et la production de capteurs d'imagerie.
de systèmes médicaux et de composants électroniques de haute fiabilité pour l'aéronautique et le spatial pour des clients stratégiques nationaux et européens tels que Airbus et ESA. L'exemple le plus récent est le module lunaire japonais qui a atterri. Dedans, nous avons mis un processeur, un convertisseur, un capteur d'image et tout ça a été fabriqué à Grenoble. On peut se féliciter. Donc oui, nous produisons en France et nous sommes compétitifs. Depuis 2021, nous avons investi 10 millions d'euros pour faire notre outil industriel en salle blanche au plus haut standard de la performance du monde. Notre salle blanche sont 1000 fois plus propre qu'une salle de chirurgie. Notre stratégie assumée de souveraineté nationale et nous avons engagé un programme de rapatriement de la supply chain au risque du risque géopolitique croissant en Asie. Les programmes de relance existants sont dédiés à la R&D et à l'innovation. Mais à ma connaissance, il n'existe pas de processus de soutien des industriels pour rapatrier de la production en France. Monsieur Bodel, nous connaissons votre engagement pour la souveraineté nationale. Donc la question est la suivante. Pourriez-vous partager les dispositions existantes qui pourraient accompagner notre démarche? Question annexe. Seriez-vous disposé à venir nous rencontrer prochainement sur notre site dans le cadre de Tech and Fest avec un panel de chefs d'entreprise? Merci. Alors, je peux répondre à la deuxième tout de suite. Oui, je vous dois une visite. Il est clair que le site, j'allais dire l'environnement grenoblois au sens large, que je connais parce que j'ai commencé ma carrière à la ZIRS de Mélan, donc je connais bien. Je vais revenir et j'aurai l'occasion à ce moment-là de venir voir effectivement vos installations. Ça me fera plaisir et je pense que ce sera très utile. Alors, sur la notion de soutien, il y a des soutiens au retour de la production en France. Ils sont à différents niveaux. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs dans France 2030. Il faudrait rentrer un peu plus dans le spécifique en ce qui vous concerne, parce que ces soutiens sont effectivement calibrés en fonction du type d'industrie, du type de moyens déjà, et est-ce qu'il faut faire du soutien physique, du bâtimentaire, de l'infrastructure, du capacitaire? Est-ce qu'il faut faire du soutien technologique, de l'achat de brevets par exemple, pour s'assurer qu'on n'est pas juste conjoncturellement dans la sous-traitance? Donc moi, ces systèmes existent. Le mieux pour ça, c'est que vous m'adressiez un message, et ça par les organisations, vous aurez toutes les coordonnées, et à ce moment-là, je vous piloterai en ce qui vous concerne, vers les spécialistes chez nous de l'électronique. On a des départements de France 2030 spécifiquement d'électronique et de robotique, et vous aurez l'occasion à ce moment-là de voir, ils vous donneront les bonnes pistes, mais il existe des soutiens pour la relocalisation en France. Simplement, nous ne regroupons pas, nous, tous les moyens de l'État, et pourtant on en a déjà pas mal. Une deuxième question? Oui, Romain, sans doute. Oui. Bonjour Monsieur Bodel, Romain Detellier. Je suis président d'une PME industrielle qui s'appelle Arc Industrie Group, qui fait de la tôlerie industrielle, métier plutôt traditionnel. Et je suis vice-président du MEDEF Isère. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer face à Mélenchon il y a quelques années. Petite question, deux questions. Une question, nous on va construire une usine parce qu'on fabrique des produits qui soutiennent l'énergie, le traitement des déchets, la robotique médicale. Mais on ne correspond pas tout à fait au programme France 2030. De quelle manière les entreprises comme les nôtres peuvent toucher cet accompagnement France 2030? Est-ce que ça permet d'obtenir aussi des subventions pour le foncier? Et la deuxième question, c'est casquette MEDEF. On a des entreprises sur le territoire qui ont eu la chance d'être lauréats France 2030. Il y a quelques sujets pour récupérer l'argent qui est promis, mais qui n'est pas encore distribué suffisamment. Voilà. Vous pouvez me répondre sur ces deux points, s'il vous plaît. Alors, sur le premier, ce que ne fait pas France 2030, et ça c'est par la loi, on ne fait pas de bâtimentaire, on ne fait pas de capacitaire, on ne fait pas d'infrastructure, on ne fait pas de foncier. La raison en est simple, c'est que nos crédits sont assujettis à des accords européens pour sortir de ce qu'on appelle les aides d'État, qui sont une méthodologie un peu compliquée, et donc par là même, ils sont consacrés à l'innovation. Par contre, on a un programme Première Usine, donc c'est un peu la même réponse que j'ai fait au monsieur d'avant, ça dépend vraiment de la nature de la construction de votre usine. Ce programme Première Usine, il fait qu'on apporte des crédits sur, par exemple, de l'équipement d'innovation ou des choses qui sont un petit peu décalées par rapport au process traditionnel. Là, je n'ai pas assez d'éléments pour vous répondre, mais ça, c'est ce que nous pouvons faire en tant que France 2030. À côté de ça,
que ce soit la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, l'ADEME, dans certains cas, si vous avez des avantages environnementaux particuliers, peut vous aider sur le foncier ou sur les équipements. Donc je vous ferai la même réponse. Contactez-moi, je vous piloterai vers les bonnes personnes. Vous êtes plutôt dans l'industrie, on a aussi un département industrie. Il y a 5 pôles dans France 2030. Santé, transition éco-énergétique, industrielle et agricole, celle qui vous concerne, souveraineté numérique, connaissance pour la culture et l'enseignement, et le dernier s'appelle Nouvelles frontières pour le quantique, l'espace et l'aventure sous-marine. Donc dans ces 5 pôles, on a des spécialistes, ils pourront vous guider. Pour votre deuxième question, c'est très spécifique. La méthodologie, c'est qu'il y a un conventionnement entre nos opérateurs, la BPI, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations ou l'Agence nationale de la recherche, et c'est à partir de ce conventionnement qu'il y a des jalons de paiement. Donc actuellement, on est en moyenne sur 7 mois entre le moment où le dossier est déposé et le moment où la personne reçoit le premier chèque. On est en train de parler d'argent public, il est normal qu'il y ait des contrôles, on est en train de parler d'excellence, donc il est normal qu'il y ait des experts. Donc je pense que si ça dépasse vraiment ces limites-là, que les entreprises nous contactent et on fera le nécessaire pour voir où ça coince dans la machine. Mais normalement, ce délai de 7 à, disons, 8 mois maximum est le délai raisonnable pour toucher ces premiers moyens. Je pense qu'il nous reste encore le temps pour 1 à 2 questions. Il faut lever la main maintenant. Mathieu, je suis sûr que tu vas en avoir une. Moi, je suis journaliste Dauphiné Libéré. On vous suit et on organise cet événement depuis ce matin, qui est un événement conversationnel. Et il y a beaucoup de personnes que je peux rencontrer sur place qui suivent l'actualité, tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie de leur demander à chaque fois quel est le signal faible, quel est le secteur qui aujourd'hui, qu'il soit spécialiste de l'IA, du quantique, de l'industriel, quel est le secteur aujourd'hui qui regarde avec attention en disant ça, c'est le secteur sur lequel demain la France ou l'Europe pourra être championne. Et je vous interdis de répondre l'IA. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle montre bien que dans ces moments-là, quand on a autant d'obstacles, et on le voit d'une façon sensible aujourd'hui, parce que la détresse de ces agriculteurs qui sont sur la route par rapport à un modèle qui est arrivé un peu à bout de souffle, et l'énergie qu'on met, et l'argent qu'on met, 2 milliards d'euros sur l'agriculture, France 2030 quand même, et l'argent qu'on met à côté pour préparer le futur de cette agriculture montre bien qu'il y a un décalage et qu'il y a des gens qui sont un petit peu aveuglés par le quotidien et c'est difficile. Donc la première chose à faire, c'est de relever la tête et de se dire qu'on raisonne bien aujourd'hui sur des maturités de business qui vont être à 10 ans, à 15 ans, voire à l'échelle d'une génération. Ça, c'est la première chose. Et en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué parce qu'on se dit c'est bien sympa de nous vendre 20 ans, mais nous, on aimerait bien que vous vendiez les 20 prochains jours. Et je suis bien au courant, j'ai fait 40 ans ce métier, et je vois bien qu'il y a cette tension entre les deux. Maintenant, quand vous me parlez de signaux faibles, moi, j'ai envie de vous dire, ça ressemble à quoi la France de 2050 ? Déjà, c'est une France qui volontairement d'une façon volontariste, va être décarbonée. Donc tout ce qui est domaine des énergies renouvelables, à plus ou moins long terme, en fonction des échéances. On ne parle pas de la même chose quand c'est un petit réacteur nucléaire que quand c'est une éolienne, mais tous ces secteurs-là vont être des secteurs qui vont connaître des croissances extraordinaires et sur lesquels on va manquer à la fois d'entreprises, mais on va manquer également d'emplois, on va manquer certainement d'énergie et de moyens qui vont toujours être un peu courts, mais je pense qu'on va avancer en marche. Le deuxième grand secteur que moi je ressens aujourd'hui très fort, c'est le spatial. Le spatial actuellement, on imagine c'est de la science-fiction, on croit qu'on est encore au temps de l'homme qui a marché sur la Lune 69. Dans la réalité, on voit qu'on a financé 8 micro-lanceurs en France, on commence à voir des gens qui nous parlent de fabriquer dans l'espace, des gens commencent à nous dire à une quinzaine d'années on va avoir des stations spatiales orbitales, on vient d'entendre la société qui vient nous dire il y avait un module lunaire japonais dans lequel il y avait des composants français. Moi, je pense que le spatial, c'est un secteur qui, à mon avis, mérite d'être regardé et d'être regardé vraiment sérieusement par les Français qui ont beaucoup de talent. Évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est l'IA. L'IA, mais pas l'IA simplement parce qu'il sait bien fabriquer des textes en IA générative, mais parce que l'IA, moi, j'appelle ça l'intelligence
augmenter et qu'elle révolutionne par le design à peu près tous les process industriels et même de services que nous connaissons. Donc moi, je serais vraiment, ça serait les deux grands secteurs, un hardware, plutôt le spatial, un plutôt software, l'IA, sur lesquels je mettrais pas mal de tickets à l'avenir, puisque les deux regroupent finalement beaucoup de technologies dont on va avoir besoin dans plein d'autres secteurs. En quelque sorte, ça va être une espèce il y auront des impacts sur plein d'autres secteurs si on investit sur ces secteurs-là. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Bonnel. Vous Merci étiez avec nous en duplex et je pense que votre intervention a été particulièrement à propos pour Tech Fest. Merci à vous. Merci. Good luck et à bientôt à Grenoble. Merci.